permettre en fait, d'intégrer dans un PPP d'autres services gérés également par le PPPiste, par le consortium privé, pour lui garantir en fait, la rentabilité de son projet. Également, bien entendu, on va mettre dans un contrat PPP que le titulaire s'engage à faire travailler des acteurs locaux, des PME, à assurer de la formation, à embaucher de la main-d'œuvre locale. Ça également, d'un point de vue développement, c'est très important et très bénéfique. Ensuite, le PPP a pour vocation également de partager les risques du projet de manière équitable, ce qui, on a pu constater au travers de l'histoire dans de nombreux contrats, n'est pas toujours le cas dans les conventions minières traditionnellement conclues, on en a parlé tout à l'heure. Et ensuite, le PPP offre également comme garantie que le partenaire privé va mettre en œuvre, construire et exploiter de la manière la plus efficace, économe et diligente possible. Ça, ce sont les opportunités. Quand on va venir vous parler de PPP pour vous dire que c'est formidable, on va vous faire toute la liste. Il ne va rien manquer. Par contre, ce qui va manquer, c'est les deux diapos suivantes. Les risques associés à la conclusion d'un contrat en partenariat public-privé. Un PPP doit absolument s'accompagner d'une analyse préalable du projet. Une analyse préalable du projet, c'est une analyse qui peut être presque macroéconomique. Enfin, quand on parle de projet d'infrastructure dans le secteur des industries minières et pétrolières, ça peut avoir des retombées sur une région entière, dans tout un pays. Et l'analyse préalable, elle est souvent un peu bâclée, voire même souvent, c'est le partenaire privé qui la réalise et qui vient l'apporter à l'autorité publique. Bien entendu, celle-ci à prendre avec précaution. Les contrats de PPP, et ça, le terme, je le trouve particulièrement approprié, sont ce qu'on appelle des icebergs financiers. On voit uniquement ce qu'il y a dans le contrat. La personne publique, elle sait combien elle va verser de loyer pendant les 10, 20, 30, 40 prochaines années. C'est écrit dans le contrat. Normalement, ça devrait être garanti. Oui, sauf qu'on parlait tout à l'heure des clauses de stabilisation, de la force majeure, etc. Les PPP, en moyenne, sont renégociés tous les 2 ans. 80% des renégociations qui ont lieu sur les contrats PPP donnent lieu à une augmentation du montant des loyers que l'autorité publique va verser, ou, donc toujours à 80%, ou à une diminution des risques et obligations supportées par le secteur privé. Autant vous dire qu'effectivement, au bout de 30 ans, peut-être que les loyers vont avoir doublé, triplé, quadruplé. Effectivement, au début, on ne sait pas trop où on met les pieds. Pour vous donner un exemple, un contrat sur lequel j'ai travaillé au Maroc, qui était un contrat de distribution d'eau potable, au bout de 2 ans d'exploitation du contrat, l'entreprise, enfin, le consortium titulaire du contrat, avait déjà signé 6 avenants qui tous avaient pour objet une revalorisation de sa rémunération et des loyers. Ensuite, apprécier le coût de la dette qui est porté en fait, par la partie privée est extrêmement difficile, puisque bien souvent, en fait, le contrat de financement conclu entre les banques et les sociétés de projet n'est pas divulgué en fait, à l'autorité publique. Donc en fait, c'est un peu la boîte noire, on ne sait pas s'il y a dedans. Et ça, en fait, le prix des intérêts joue directement sur le montant des loyers et éventuellement le prix versé par les usagers du service. Donc éventuellement, si la dette explose, si les intérêts de la dette explosent, l'autorité publique peut se retrouver en risque, alors que le contrat qui est à la cause de ce risque, l'autorité publique n'est même pas partie à ce contrat. Ça, c'est un des inconvénients aussi de partenariat public. Je suis désolé, je déborde largement, j'accélère, c'est tout. Également, en fait, un des risques principaux, c'est que quand on négocie un contrat de partenariat, l'entreprise privée, elle, va avoir, quelqu'un a fait la remarque tout à l'heure, elle va ramener autour de la table des négociations, oui, son expert technique, ses ingénieurs, il n'y a pas de problème, mais elle aura aussi un juriste, elle aura un directeur des achats, elle aura son chef comptable, elle aura un représentant des investisseurs. Il faut en face que l'autorité publique ait le même répondant. Sinon, c'est pas la peine, le contrat, finalement, même sous des dehors à peu près équilibrés, c'est sûr que lorsqu'il sera exécuté, ça ira en faveur du partenaire privé. Enfin, un dernier risque, c'est le respect en fait, des obligations de chaque partie. On est sur des contrats de très longue durée, et notamment des enjeux liés au terme du contrat qui sont vraiment très significatifs. On en parlera demain, mais les enjeux liés à l'environnement sont vraiment très importants. La remise en état d'un site, par exemple, l'évolution, ça c'est des choses qu'il faut absolument prendre en compte. Ça, c'est pas toujours prévu et mis en avant dans la négociation des PPP. Je vais avancer, désolé,
simplement deux questions, monsieur le modérateur, extrêmement rapidement. Si je résume, quelle attitude adopter pour bien réussir un PPP? Je commence par déterminer le régime juridique applicable. On a parlé d'analyse préalable, il faut la faire vraiment très sérieusement. C'est beaucoup de travail. Le lancement d'un PPP, la préparation du contrat, ça pourrait être considéré comme un projet à part entière. Ensuite, je raisonne en complet. J'essaye de prévoir le prix que moi, autorité publique, je vais verser, tout ce qui peut impacter le prix. On parlait des taux de change tout à l'heure, c'est à prendre en compte. On parlait, par exemple, de la gestion des modifications du contrat, c'est également à prendre en compte. Si je mets en place un projet pétrolier où on attend une qualité pour une sortie du forage qui finalement n'est pas atteinte, croyez-moi, le partenaire privé, il ne va pas manquer d'aller réclamer des rémunérations complémentaires auprès de l'autorité publique parce qu'il va devoir mettre en place un processus de raffinage beaucoup plus élaboré. Et enfin, ça c'est peut-être les deux points les plus difficiles à mettre en œuvre. Il faut absolument mettre en place une équipe, on pourrait presque parler de commando en fait, pour suivre et la préparation, et la passation, et l'exécution pas à pas des partenariats publics-privés. C'est un investissement en temps et en personnel qui est assez lourd à porter. Et enfin, bien entendu, une stabilité, notamment réglementaire, à surveiller pendant toute l'exécution du contrat. Enfin, et j'en aurais terminé, la bonne attitude à adopter, c'est celle de l'analyse des risques au fil rouge. Il vaut mieux, avant de signer son contrat, se poser la question, identifier tous les risques qui peuvent se produire pendant l'exécution du contrat et, en conséquence, prévoir une couverture contractuelle adéquate, plutôt que ce qu'on fait malheureusement trop souvent. Une fois que le risque s'est réalisé, on va ouvrir notre contrat pour voir ce qu'il y a dedans et pour voir comment on peut traiter le risque. Voilà, j'en aurais fini. Exactement. Gabriel contre Loire Alors, je veux m'adresser à M. Fall. Je n'ai pas très bien compris, ça s'appuie. Je ne sais pas si c'est uniquement contractuel. Sinon, quel est le cadre réglementaire en zone, je ne sais pas, au Sénégal ou bien en Afrique? Ça, c'est la première question. Je voudrais m'adresser à monsieur sur les PPP. Je ne sais pas si en Europe, ça existe encore les PPP. Je souhaiterais savoir. Et s'agissant des renégociations, parce qu'il nous a dit que finalement les renégociations se font en Afrique tous les 2 ans. Est-ce qu'il pense qu'il s'agit d'une renégociation fondée sur un besoin réel des entreprises de rentabiliser leurs investissements, ou en réalité il s'agit d'une simple surenchère qui a pour progrès la part du gain des dirigeants et de la corruption? Voilà. Des projets pétroliers et de la possibilité pour les investisseurs de mentir leurs réserves. Et c'est exact, et également les entreprises extractives peuvent comptabiliser à leur actif leurs réserves. Seulement, cette possibilité va formellement à l'encontre de dispositions que l'on retrouve dans tous les codes miniers et parfois dans les constitutions même des États africains, selon lesquelles l'État est propriétaire des ressources non extraites, c'est-à-dire des réserves. Donc j'aimerais savoir votre position face à cette contradiction. Mon humble avis est que ce genre de dispositions, ce sont avant tout des dispositions de nature politique qui ne résistent pas à l'analyse juridique. J'aurais aimé connaître votre avis. Merci. Modibo Touré du Barreau du Mali. Puisqu'il faut être bref, j'avais 3 questions, mais je vais me limiter à une seule. Ça s'adresse à M. Faye quand il a parlé des financements sans recours. Il a opposé à juste raison les financements par capitaux propres et les financements par dette. On sait que les financements par capitaux propres ont l'inconvénient que leur rémunération n'est pas déductible pour le calcul du résultat imposable sur les dividendes. Donc les sociétés préfèrent se financer par emprunt. Il se pose 2 problèmes. Le problème de la déductibilité éventuelle des charges financières
si les emprunts sont accordés par des sociétés qui sont déjà actionnaires dans le projet, c'est-à-dire le financement par compte courant d'associés, on appelle par commodité. Dans tous nos codes, la déductibilité des charges financières est limitée à un montant du capital, ce qui pose le problème de la sous-capitalisation. Par ailleurs, le schéma, la structure contractuelle type qu'il a posé, je m'interroge sur la pérennité de ce type, sur la nouvelle législation des prix de transfert contenus dans tous nos codes. Est-ce qu'ils seront sujets à documentation ou pas? Voilà la question que je voudrais poser à M. Faye. Je comprends qu'il ne pouvait pas aller dans les détails. S'il pouvait éclaircir ces deux points-là, ce serait très avantageux pour nous. Merci. Oui, Martial Akane. J'ai toujours du mal à considérer un projet minier comme un projet d'infrastructure. De par ses objectifs, par essence de nature extractive, mais surtout par son mode de financement. Aujourd'hui, il est question de parler de financement sans recours et vous avez évoqué également les projets d'infrastructure. Même si on considère que dans un projet minier, on a besoin d'infrastructures et que parfois il faut les construire pour pouvoir exploiter la substance minérale, est-ce qu'on doit considérer systématiquement un projet minier comme un projet d'infrastructure? Les public-privé du Sénégal exclut le financement par le mécanisme du partenariat public-privé des projets miniers. Mais souvent, les projets miniers marchent avec des projets d'infrastructure. Ça peut être la construction de voies ferrées, ça peut être des routes, des autoroutes, etc. La loi sénégalaise sur le partenariat public-privé est particulièrement orientée vers le financement des infrastructures. L'exemple que nous en avons, c'est l'autoroute à péage, concrètement. Maintenant, est-ce à dire, je veux juste qu'il m'aide à comprendre, que quand même, en l'état, cela n'exclut pas qu'on puisse faire un montage de partenariat public-privé pour financer des infrastructures qui vont en adéquation avec l'exploitation des ressources minières d'un pays. Donc voilà à peu près ma question, M. Amdal. Exemple, moi ça m'amuse, je ne devrais pas, c'est en France, mais le ministère de la Défense a fait construire son nouveau ministère sous forme de PPP. Le contrat s'est plutôt bien passé, la construction a été réalisée dans les délais, dans les coûts annoncés, pas de problème. Les fonctionnaires ont emménagé, tout le monde était très content. Jusqu'au jour où la première ampoule d'un bureau a cassé. Où là, le ministère de la Défense s'est aperçu que dans le bordereau des prix relatif à la maintenance, le titulaire du PPP avait l'exclusivité de la maintenance et que changer une ampoule, ça coûtait 200 €. Voilà. Donc il faut faire attention, quand je parlais de raisonneur tout complet, il faut faire attention à tous les détails. Deuxième partie de la question, sur en fait, l'origine des demandes de renégociation. Alors, c'est difficile de bien faire la part des choses dans la mesure où beaucoup de demandes de renégociation sont dues en fait à la base soit une mauvaise définition du besoin ou du service attendu dans le contrat de PPP, où en fait tout simplement on demande au titulaire du contrat d'exercer sa prestation de manière différente de ce qui est écrit au contrat. Donc là on va dire que c'est plutôt légitime que le titulaire du contrat vienne dire oui ok, c'était pas ce qui était prévu, donc je viens renégocier. Pour une partie, c'est ça. Parce que souvent, malheureusement, les PPP sont lancés assez vite, trop vite même, pour pouvoir sortir des projets assez rapidement. Et la deuxième partie des demandes de renégociation, là je parle des demandes non prévues au contrat. En général, il y a une périodicité maximum de renégociation prévue. Là, effectivement, bien entendu, les titulaires des contrats essaient de maximiser les marges ou de se rattraper sur l'exploitation sur les marges qu'ils ont perdues, par exemple, pendant la construction. Donc, il y a les deux. Étienne, là-bas. C'était au sujet du nantissement des réserves pétrolières. Effectivement, ce matin, on a eu l'exposé
représentants du gouvernement qui ont présenté cette distinction entre les ressources extraites et les ressources non extraites. Vous avez aussi l'intervention de M. Kébé tout à l'heure sur les différentes sûretés qu'il était possible de prendre. L'idée ici, c'est que finalement, on réussit quand même à donner en garantie d'une certaine manière les réserves pétrolières, quand bien même elles ne sont pas la propriété de l'exploitant, parce qu'il y a différents mécanismes, et vous savez bien que nous, les avocats, nous sommes des grands artificiers. Nous avons la possibilité de faire des saisies d'impenses, même si le bien n'a pas un titre foncier, et finalement atteindre le même objectif d'une manière ou d'une autre. Alors, on a eu, par exemple, ce matin, l'hypothèque, la mise en hypothèque du permis d'exploitation qui va donner à peu près le même type d'effet. Et surtout, ici, de manière financière, le lien va se faire non pas forcément sur le plan juridique, mais aussi sur le plan financier. C'est-à-dire que dans le calcul de l'assiette du financement qui est disponible, on va regarder les réserves prouvées. C'est sur la base des réserves prouvées que l'assiette du financement possible va être calculée. Donc, par cet artifice, par ce mécanisme financier-là, on va quand même réussir à lier le financement aux réserves qui existent, sans forcément, si vous voulez, aliéner le bien de l'État. Par exemple, vous avez la possibilité, comme je le disais au cours de la présentation, d'avoir des mécanismes connexes qui donnent à peu près le même résultat que dans, par exemple, même s'il y a une législation qui expressément, et c'est le cas dans la plupart des juridictions, qui expressément enlève la propriété des ressources non extraites, vous avez la possibilité de céder des contrats de vente en faveur des prêteurs, de domicilier des paiements sur ces ventes, et ensuite vous pouvez prendre des sûretés sur les actifs de l'emprunteur. Donc en fait, il y a toute cette idée-là de trouver des mécanismes pour quand même atteindre l'objectif de lier le financement accordé aux réserves qui auront été trouvées au bénéfice de la société d'exploitation. J'espère que ces explications permettent de mieux comprendre comment on fait. Parce qu'effectivement, ça pose des réels problèmes et votre question est tout à fait pertinente sur le plan juridique. Comment mettre ça en œuvre? Mais il y a effectivement des solutions et des mécanismes pour quand même arriver à ça. Systématiquement soumis au droit de l'État d'accueil. Le reste, une grande partie reviendra à la liberté contractuelle. Et donc, par liberté contractuelle, j'entends, si un projet se passe au Sénégal et que vous avez tous les financiers qui sont, les bailleurs de fonds qui sont basés au Sénégal, certainement que le droit sénégalais pourra être choisi. Si les financiers viennent, disons, d'Europe ou d'Angleterre, ce sera plutôt le droit français ou le droit anglais. Mais même si cette liberté contractuelle s'exerce, disons, pour le raisonnement, disons, en faveur du droit anglais, on aura quand même des aspects du droit local dont on ne pourra pas se passer, parce qu'on parle, en réfléchissant toujours sur un projet situé au Sénégal, les actifs étant au Sénégal, s'ils devaient prendre des sûretés dessus, ces sûretés seront régies par le droit OALA. Donc au final, on a une combinaison de droits, nécessairement le droit de l'État d'accueil pour la convention de tête et éventuellement certaines sûretés, et le droit que les parties auront choisi pour régir le financement. Maintenant, quand c'est des financements d'envergure, on voit très souvent le droit français ou le droit anglais. Je ne sais pas si ça répond à votre question. La deuxième question sur le rapport capitaux propres et dettes, je pense que vous avez tout à fait raison sur le fait que pour les actionnaires, le fait de financer en capitaux propres a une certaine incidence en termes de déductibilité fiscale. Et je pense que c'est justement là que le financement sans recours est intéressant, parce qu'il faut un certain niveau de capitaux propres, parce que si vous êtes promoteur d'un projet et que vous n'êtes pas prêt à y mettre de votre argent, ce sera difficile de trouver des bailleurs de fonds qui vont vous soutenir.
Maintenant, pour ce qui est du coût de ces capitaux propres, je pense que les entreprises spécialisées dans le secteur et leurs conseils fiscaux parviennent à trouver quand même des structures qui font que économiquement ça reste viable, malgré le fait que ça peut avoir un coût un peu plus cher que la dette. La question de la sous-capitalisation se pose effectivement en termes de raisonnement juridique, en termes de raisonnement juridique pur. C'est une question qui est prise en compte dans la structuration du financement, mais les enjeux de ce type de projet font qu'on ne s'arrête pas à une pure analyse juridique de la sous-capitalisation. Et comme je disais aussi au cours de l'exposé, l'analyse préalable du projet, à la fois d'un point de vue juridique, fiscal, financier et technique, fait que c'est effectivement des questions qu'on se pose dans la structuration du projet et qui seront plus ou moins poignantes en fonction du type de projet dont on parle et de la structure qu'on envisage. Mais c'est donc pour dire qu'il n'y a pas une réponse uniforme à apporter pour tous les financements sans recours, en fonction du projet qui est financé et en fonction de la structure de financement envisagée, la question se posera différemment et la réponse apportée sera également différente. Sur le prix de transfert, la question peut se poser, mais pas nécessairement. Là aussi, tout est question de la structure du projet, de la structure du financement, parce que bien souvent, on aura besoin d'une entité locale, donc d'une entité basée dans le pays où se trouve le projet pour porter le financement. Et donc la question du prix de transfert, se posera plutôt sous forme de distribution faite par la société de projet aux investisseurs. Et là également, c'est des questions qui peuvent être abordées à la fois dans la convention d'établissement avec l'État, mais également dans la documentation financière. Et bien évidemment, c'est quelque chose aussi qu'en termes de structuration, les spécialistes, en tout cas les intervenants dans ce type de projet, tiennent en compte ces différents éléments dans la structuration et adoptent une structure en fonction de ces différentes contraintes que nous avons évoquées autour du prix de transfert, de la sous-capitalisation et du coût de la dette, du coût des capitaux propres. Pour M. Agako, sur projet minier, et est-ce qu'on peut qualifier le projet minier de projet d'infrastructure? J'aurais tendance à répondre par une question: est-ce qu'on a besoin de qualifier le projet minier de projet d'infrastructure? Je ne pense pas. Bien souvent, le projet minier implique la mise en place d'infrastructures, et donc ces infrastructures peuvent faire l'objet d'un financement, que ce soit des infrastructures qu'on finance parce qu'elles sont intégrées dans le cadre d'un projet minier. Certes, l'analyse de ce financement sera teintée par le type de risque qu'on prend dans les secteurs miniers, mais ça restera le financement d'une infrastructure comme le financement d'une infrastructure autoroutière ou le financement d'un stade, par exemple. Maintenant, le fait que ce soit dans le cadre d'un projet minier fera que l'analyse du financement prendra en compte les risques spécifiques au projet d'exploitation ou de recherche minière. Mais la qualification, j'ai envie de dire, n'est pas nécessaire. On espère avoir répondu à toutes les questions. Merci. Alors, une réglementation particulière, notamment le secteur de l'énergie, des mines et des télécommunications. Donc effectivement,
PPP avec comme objet principal l'industrie extractive ne paraît pas possible. Après, ça n'engage que moi, un PPP pour construire la route, construire la voie de chemin de fer, construire le réseau d'adduction d'eau potable, l'assainissement, etc., en lien avec le projet de l'industrie extractive me paraît tout à fait possible. Le tour de la question. Je pense que nos intervenants ont été largement à la hauteur. Je les remercie à votre nom. Et avant de lever la séance, je voudrais donner la parole au bâtonnier Maître Bégué. Maître Bégué qui avait... Je tiens à vous remercier d'abord. Vous représentez votre propre personne, c'est vrai, mais également la magistrature. Je crois que nous avons tenu à associer la magistrature sénégalaise et vous êtes l'un des meilleurs ambassadeurs de cette magistrature. Donc nous tenons vraiment au niveau du barreau du Sénégal à vous remercier